Bonjour à tous, nous allons voir ensemble comment analyser un texte pour en dégager les idées essentielles, notamment pour préparer un brouillon efficace le jour de l'épreuve de philosophie si vous choisissez l'explication de texte. Pour cette vidéo, j'ai choisi un extrait des Méditations métaphysiques de René Descartes, mais il n'est pas question d'en profiter pour faire un cours. L'objectif de cette vidéo est de se placer dans les conditions de l'examen, donc de découvrir le texte et son auteur. En effet, ce jour-là, vous n'avez pas à connaître quoi que ce soit sur le philosophe ni sa doctrine. Je me contenterai donc de vous montrer comment lire et comprendre un texte inconnu. Commençons donc avec la première lecture du texte, celle qui ne rassure que très rarement, car il est courant d'avoir l'impression à cette occasion de ne rien comprendre du tout. Le risque qui se présente est celui de se sentir découragé dès le départ. Or, si vous voulez véritablement choisir l'explication de texte, il faudra avoir le courage d'ignorer cette première impression plutôt négative. Aucun texte philosophique ne peut être compris de façon immédiate par un élève de terminale, et l'honnêteté m'oblige à vous révéler qu'en principe, même une personne habituée à la lecture philosophique comme les enseignants ne sont pas à l'abri de devoir lire plusieurs fois un texte pour le comprendre véritablement. Je vais donc à présent vous lire l'extrait que j'ai choisi pour réaliser cette vidéo. Je suppose donc que toutes les choses que je vois sont fausses. Je me persuade que rien n'a jamais été de tout ce que ma mémoire remplie de mensonges me représente. Je pense n'avoir aucun sens. Je crois que le corps, la figure, l'étendue, le mouvement et le lieu ne sont que des fictions de mon esprit. Qu'est-ce donc qui pourra être estimé véritable? Peut-être rien autre chose sinon qu'il n'y a rien au monde de certain. Mais que sais-je s'il n'y a point quelque autre chose différente de celle que je viens de juger incertaine, de laquelle on ne puisse avoir le moindre doute? N'y a-t-il point quelque dieu ou quelque autre puissance qui me met dans l'esprit ces pensées? Cela n'est pas nécessaire, car peut-être que je suis capable de les produire moi-même. Moi donc à tout le moins ne suis-je point quelque chose. Mais j'ai déjà nié que j'eusse aucun sens, ni aucun corps. J'hésite néanmoins, car que s'ensuit-il de là? Suis-je tellement dépendant du corps et des sens que je ne puisse être sans eux? Mais je me suis persuadé qu'il n'y avait rien du tout dans le monde, qu'il n'y avait aucun ciel, aucune terre, aucun esprit, ni aucun corps. Ne me suis-je donc pas aussi persuadé que je n'étais point? Non, certes, j'étais sans doute, si je me suis persuadé ou seulement si j'ai pensé quelque chose. Mais il y a un je ne sais quel trompeur très puissant et très rusé qui emploie toute son industrie à me tromper toujours. Il n'y a donc point de doute que je suis, s'il me trompe, et qu'il me trompe tant qu'il voudra, il ne saurait jamais faire que je ne sois rien, tant que je penserai être quelque chose. De sorte qu'après y avoir bien pensé et avoir soigneusement examiné toute chose, enfin il faut conclure et tenir pour constant que cette proposition « je suis, j'existe » est nécessairement vraie toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. Maintenant que la première approche a été effectuée, nous allons pouvoir passer à l'étape suivante, celle de la lecture analytique. Vous n'êtes pas sans savoir que l'explication de texte nécessite plusieurs lectures de l'extrait et je ne prétendrai pas ignorer que cette exigence est plutôt pesante pour la plupart des candidats. En dehors des quelques-uns qui auront su apprécier au cours de l'année à la fois les cours et les supports étudiés, vous êtes tout de même nombreux à considérer l'exercice quel qu'il soit comme une corvée, ce qui vous donne envie de vous précipiter dans vos démarches pour sortir de là le plus rapidement possible. Il va falloir évidemment mettre ce désir de côté pour réussir l'exercice et faire preuve de rigueur pour approfondir au maximum votre réflexion. La lecture analytique se réalise par étapes et chaque étape nécessite une lecture intégrale de l'extrait. Il faudra donc repérer différents éléments essentiels qui sont les suivants: les connecteurs logiques, les notions, les repères et les changements argumentatifs. Voici donc notre texte. Ici apparaissent en jaune les connecteurs logiques, ou bien si vous préférez les termes qui donnent des indications sur les enchaînements logiques de l'argumentation. En français, on connaît les classiques mais, ou, et, donc, ornicar, mais ce ne sont pas les seuls. On peut aussi trouver des c'est pourquoi, de cette manière, malgré le fait que, cependant, etc. On peut donc placer dans cette catégorie tous les termes qui sont potentiellement des indicateurs dans le cheminement logique, et cela peut effectivement dépasser les limites de ce qu'on appelle connecteur logique en grammaire. Viennent ensuite en vert les notions. Ce sont les termes du texte qui évoquent explicitement ou implicitement les notions vues en cours et qui sont étudiées en tant que concept. Lorsque ces termes sont explicites, ils ne sont pas difficiles à repérer. En revanche, lorsqu'ils sont implicites, ils passent facilement inaperçus. Il faut donc les chercher, redoubler d'attention pour les reconnaître.
De cette manière, le mot fausse, étant le contraire de vrai, évoque implicitement la notion de vérité. Certaines notions ou certains concepts ne sont même pas présents dans le programme officiel. Ils peuvent avoir été abordés en cours, mais ce n'est pas toujours le cas. Ils n'en demeurent pas moins importants, il faut donc être en mesure de les reconnaître pour leur donner de la valeur, et cela que l'on puisse les définir ensuite ou pas. L'objectif est d'abord de prendre conscience de la richesse du texte pour voir ce qui servira notre argumentation future. Viennent enfin les repères en bleu. Les repères sont eux aussi des mots de vocabulaire présents dans le programme officiel. Ceux-là sont identiques pour les séries générales et technologiques. Ils ne sont pas toujours définis en cours, mais permettent généralement de nuancer les propos ou encore de préciser les relations ou les liens logiques entre les concepts. Ils sont donc essentiels dans la compréhension de l'extrait. D'autre part, il faut repérer les endroits du texte où l'argumentation fait un pas décisif. Cela permettra de mieux mettre en valeur l'évolution argumentative de l'auteur. Ici, on peut donc voir une première partie apparaître en rouge. La deuxième en bleu. Et enfin, la troisième en vert. Je devine les questions que certains se posent. Comment faire pour savoir où le texte prend un tournant décisif? Malheureusement, je ne pourrai pas répondre à cette question, et cela pour une raison simple. Tout dépend de comment chacun lit le texte. Vous bénéficiez d'une liberté interprétative concernant les textes qui vous sont proposés. Vous êtes davantage évalué sur votre capacité à argumenter que sur votre disposition à découper un texte. La règle d'or qui sera donc l'unique à respecter est la suivante. Le découpage doit être cohérent et répondre à un certain équilibre. Il faut donc découper l'extrait en plusieurs parties à peu près équivalentes en partant du principe que votre développement sera lui-même tout aussi équilibré. Votre découpage doit aussi être cohérent, c'est-à-dire que vous devez respecter la logique du texte et sa ponctuation. Vous ne pouvez donc pas couper le texte au beau milieu d'une phrase, c'est logique. Une fois que ce découpage est effectué, une fois que vous êtes certain qu'il reflète l'évolution argumentative de l'extrait, même si vous ne savez pas encore ce que cela implique en termes de contenu, vous pouvez affirmer que vous avez repéré la structure de l'argumentation de l'auteur. Cela contribuera également à une meilleure compréhension du contenu du texte, bien que, à ce stade, vous n'en ayez pas forcément l'impression. D'ailleurs, à bien y regarder, nous n'avons pas encore abordé le contenu. Nous sommes restés au niveau de la structure, car même la mise en valeur des notions et repères reste approximative tant qu'on n'a pas créé de lien logique entre les concepts. C'est donc le moment d'entrer dans le vif du sujet. Le travail préliminaire de lecture étant achevé, nous pouvons donc passer à l'étape suivante, reformuler les arguments du texte. C'est d'autant plus important que c'est précisément cette reformulation du texte qui vous permettra d'échapper au piège de la paraphrase. En effet, c'est le fait de devoir en permanence vous reporter au texte qui vous empêche de prendre de la distance par rapport aux termes utilisés par celui-ci. La reformulation permet à la fois de garder les idées et les concepts, tout en prenant de la distance pour mieux se réapproprier les propos de l'auteur. Après cela, il ne sera pas nécessaire de relire le texte autrement que pour le citer dans votre travail rédigé. Commençons donc par la première partie. De nouveau, ce travail se fera en plusieurs étapes progressives. La première exige d'identifier les notions et repères qui nous seront utiles pour le développement. Auparavant, il était question de repérage, à présent, il s'agit d'identification, donc de faire le lien concret avec les éléments du programme. Voici notre première partie, donc le début du texte avec le surlignage du vocabulaire issu de la lecture analytique. Certains mots apparaissent plusieurs fois et d'autres peuvent être regroupés ou rapprochés, soit parce qu'ils sont liés à la même notion ou au même repère, soit parce qu'on peut créer des liens logiques entre eux. Ainsi, j'ai choisi de mettre ensemble suppose et persuade, puis fausse, mensonge et véritable, sens, mémoire et corps, certain, incertaine, c'est, croit, puis encore monde et fiction ensemble, doute et esprit, et j'ai laissé le terme différence seul. Voyons à présent quelles notions et repères du programme nous pouvons associer à chacun de ces groupes. Vous pouvez donc voir apparaître ici le vocabulaire qui constituera la mobilisation des connaissances nécessaires à l'exercice de l'explication de texte. En vert, vous voyez les notions au programme, vérité et raison. En bleu, les repères, vrai, réel, certain, savoir, croire, principe, persuader, différence. Et en violet, les notions qui ne sont pas au programme, mais qui sont nécessairement définies au fil des cours de philo dans l'année, à savoir les perceptions sensibles ou la physique.
Ce sont des notions secondaires, mais qui ont leur importance car certaines réflexions développées par les philosophes au programme ne peuvent avoir de sens qu'en les définissant. Cela reste du vocabulaire élémentaire de philosophie. Comme vous pouvez le constater, il y en a un certain nombre et cela pourrait vous décourager, ce que je conçois parfaitement, mais rassurez-vous car à mesure que l'on avance dans le texte, il y a de moins en moins de termes à définir, dans la mesure où ceux que l'on a repérés précédemment sont répétés par la suite. Qu'en est-il à présent des connecteurs logiques? Chacun d'eux exprime quelque chose en particulier et je sais bien que je ne vous apprends rien en vous disant que le mot donc introduit une conséquence ou encore que le mot jamais exprime une exclusion. Il ne s'agit pas de révéler quoi que ce soit de révolutionnaire avec les connecteurs logiques, mais comme je vous l'ai déjà expliqué auparavant, cet exercice permet de prendre conscience de tout ce qui pourrait passer inaperçu si l'on se contentait de lire le texte comme n'importe quel autre. Même en multipliant les lectures, cela ne suffirait pas pour percevoir toutes les subtilités du texte. Or, c'est en prenant le temps de prendre conscience de tous ces détails que l'on sera disposé à reformuler correctement le texte et par conséquent à le restituer de la meilleure façon possible. Pour autant, cet éclaircissement sur les connecteurs logiques ne vous sera utile que dans votre brouillon, dans un premier temps du moins. Il prendra une autre forme dans votre travail définitif. Ainsi, repérer des connecteurs logiques sans réellement chercher à quoi ils servent serait parfaitement inutile. Ici, la maîtrise du français doit servir la compréhension du texte, donc identifier tous ces éléments ne se suffit pas à soi-même. Voilà donc ce qu'il faut être en mesure de rechercher à la manière d'une véritable énigme à résoudre. Nous avons repéré un premier connecteur, donc, en tout début de texte, et même s'il exprime effectivement une conséquence, nous ne pouvons pas dire de quoi découle notre extrait, puisque nous n'avons pas ce qui précède. Nous allons donc nous concentrer sur le donc suivant, ligne 4. Puisqu'il introduit une conséquence qui le succède, cela signifie que ce qui le précède est la cause. Nous devons donc résumer la cause d'une part et la conséquence d'autre part. La cause est donc la suivante. Mes perceptions sensibles, ainsi que mes facultés fondées sur mes perceptions sensibles, mais aussi mes 5 sens eux-mêmes et toutes les connaissances issues de mon expérience sensible, tout cela est faux. La conséquence, quant à elle, peut s'exprimer sous la forme d'une question. Que reste-t-il de vrai? Ou encore, sous une autre formulation, existe-t-il encore quelque chose de l'ordre de la vérité? Passons au deuxième connecteur logique, jamais. Celui-ci exprime une exclusion absolue. Là encore, il faut reformuler le contenu du texte pour restituer en quoi consiste cette exclusion. Nous pouvons donc la reformuler de la manière suivante. Tout ce qui est contenu dans ma mémoire n'existe pas. Intéressons-nous maintenant à l'hypothèse introduite par peut-être et accentuée par l'emploi de sinon pour introduire aussi une exception. Notre point de départ reste la question posée précédemment. Que reste-t-il de vrai? Ou encore, existe-t-il encore quelque chose de l'ordre de la vérité? L'hypothèse est donc la suivante. Rien n'est vrai de manière absolue. Vient enfin la contradiction issue de mais qui garde en même temps un lien de continuité avec l'hypothèse formulée précédemment, à savoir rien n'est vrai de manière absolue. La continuité de cette hypothèse, mais qui constitue une contradiction avec ce qui vient d'être énoncé, est donc la suivante. Quelque chose qui existe et serait tellement différent de tout ce qu'on a nié jusqu'à présent, mais qu'on n'a pas encore envisagé, pourrait être indubitable. Passons maintenant à l'étape 2, définir les éléments utiles. En effet, il est possible que malgré le repérage prolifique que vous avez fait lors de la lecture analytique, vous décidiez de ne pas tout exploiter. C'est tout à fait légitime et compte tenu du temps qui vous est octroyé pour réaliser votre explication de texte, vous ne pouvez pas perdre de temps avec des choses inutiles. Vous pouvez donc faire une sélection des éléments qui vous semblent véritablement indispensables. En ce qui me concerne, j'ai choisi pour cette vidéo de faire le point sur toutes les définitions. Voici les quelques notions que nous avons identifiées auparavant et qu'il s'agit à présent de définir.
D'abord la vérité qui caractérise la représentation ou l'idée qui parvient à être conforme au réel et dont la fonction est d'être en adéquation avec la réalité. Ensuite la raison qui est la faculté d'organisation des perceptions sensibles et d'élaboration d'abstractions dont le but est de former une idée vraie ou une représentation adéquate du réel. Elle désigne également le rapport au réel. Les perceptions sensibles, quant à elles, sont le moyen par lequel nous interagissons avec le réel par la sollicitation des 5 sens dont le corps est pourvu, à savoir la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Tout ce qui relève du physique désigne en fait l'ensemble des réalités soumises aux lois de la nature et perceptibles par les sens, dont l'étude donne lieu à des connaissances scientifiques et auxquelles on attribue une valeur objective. À l'inverse, la métaphysique est ce qui dépasse les limites de la physique et des connaissances qui en sont issues. Elle caractérise les domaines de recherche ou les sujets qui ne peuvent être étudiés avec les méthodes des sciences exactes. Voici à présent la liste des repères et leur définition également. Croire, c'est tenir quelque chose pour vrai sans chercher nécessairement à le vérifier ou à en trouver les fondements, mais qui peut aussi être un premier pas dans le savoir. Le savoir, quant à lui, c'est tenir quelque chose pour vrai dans la mesure où c'est démontré ou prouvé et ayant une valeur fondamentale dans le cadre de la prise de décision ou de l'action efficace. Ce qui est certain et ce qui n'admet aucun doute. Il s'acquiert par la démonstration, la vérification par l'expérience ou parce que cela relève de l'évidence. Le réel désigne ce qui existe en tant qu'il fait l'objet de perception, d'expérience et qui constitue une ressource d'objet de connaissance pour la raison. Un principe est une proposition première et élémentaire qui justifie les faits ou les phénomènes de manière logique ou chronologique. Persuader, c'est amener quelqu'un à penser ou à faire quelque chose en sollicitant ses passions. La différence désigne ce qui permet de distinguer deux choses ou deux personnes, ce qui souligne le caractère unique. Est considéré comme vrai une idée ou une parole en adéquation avec la réalité. Maintenant que le vocabulaire est littéralement matérialisé et prêt à être exploité, nous pouvons passer à l'étape 3, résumer l'argumentation sous forme de démonstration. Pour ce faire, j'ai choisi de subdiviser la partie 1 de notre extrait. Vous verrez que la reformulation n'implique absolument pas de faire plus court. Compte tenu de la complexité du texte, il est nécessaire de procéder là encore par étapes. Ainsi, la première sous-partie, pourrait-on dire, est la première phrase du texte dont la longueur est déjà appréciable. Je suppose donc que toutes les choses que je vois sont fausses. Je me persuade que rien n'a jamais été de tout ce que ma mémoire remplie de mensonges me représente. Je pense n'avoir aucun sens. Je crois que le corps, la figure, l'étendue, le mouvement et le lieu ne sont que des fictions de mon esprit. Ici, Descartes énumère plusieurs choses qui relèvent d'une méthode de réflexion. Je dois donc trouver le moyen de réunir les différents éléments pour n'en garder que l'essentiel. Je dois également m'efforcer de réutiliser le vocabulaire que j'ai défini dans l'étape précédente. Voilà donc comment nous pourrions reformuler l'idée de cette première phrase. Tout ce qui est issu des perceptions sensibles doit être considéré comme faux. Ce qui est faux n'est pas vrai. Donc les perceptions sensibles ne permettent pas d'établir des connaissances vraies. Les souvenirs sont eux-mêmes des perceptions sensibles passées. Les souvenirs n'apportent donc pas non plus de connaissances vraies. Passons maintenant à la deuxième sous-partie. Qu'est-ce donc qui pourra être estimé véritable? Peut-être rien autre chose sinon qu'il n'y a rien au monde de certain. Mais que sais-je s'il n'y a point quelque autre chose différente de celle que je viens de juger incertaine, de laquelle on ne puisse avoir le moindre doute? De nouveau, je dois tenir compte de tout le travail d'analyse fait précédemment pour reformuler au mieux l'idée exprimée ici sous la forme de questions en majeure partie. Nous pouvons alors exprimer de la manière suivante. Tout ce que je tiens pour vrai est le résultat de mes perceptions sensibles. Les perceptions sensibles ne sont pas indubitables. Donc tout ce que je tiens pour vrai est faux. Si tout ce qui est sensible n'est pas indubitable, et si tout ce qui n'est pas indubitable est faux, alors tout ce qui est sensible est faux. Or, le sensible est identique au physique. Le physique est donc faux. Le vrai ne peut donc être que métaphysique. La structure des phrases qui composent la reformulation du texte est volontairement répétitive.
Je m'inspire volontiers de ce qu'Aristote appelle le syllogisme démonstratif. Il s'agit en fait de la forme la plus élémentaire de la démonstration. On la résume de manière mathématique sous la forme A égale B et B égale C, donc A égale C. Sa particularité est qu'il doit comporter au minimum 3 phrases que l'on appelle propositions ou encore prémices, de telle manière que la troisième est la conclusion nécessaire des 2 précédentes. En revanche, il n'y a pas de limite maximum au nombre de propositions. Chaque proposition se compose de 2 notions ou concepts et d'un terme ou d'une expression qui établit la relation entre les deux. Le syllogisme n'offre pas de garantie quant à la véracité de la démonstration à moins d'obéir à un certain nombre d'exigences, mais j'y reviendrai dans une future vidéo. Toujours est-il que je conseille toujours à mes élèves d'utiliser le modèle du syllogisme pour apprendre à organiser les concepts qu'ils utilisent. De cette manière, aucune étape logique de leur explication ne doit être oubliée. Étape numéro 4, il faut synthétiser la reformulation qui vient d'être effectuée pour annoncer le plan du texte dans l'introduction de manière efficace et cohérente avec le texte. Pour cela, je reprends mon brouillon avec mes démonstrations et je m'efforce de hiérarchiser les différentes propositions pour ne garder que les plus importantes. Ainsi, pour la première sous-partie, je ne garderai que l'idée selon laquelle les perceptions sensibles ne permettent pas d'établir des connaissances vraies. Pour la deuxième sous-partie, je garderai l'idée que tout ce qui est sensible au physique est faux et que par conséquent ne peut être vrai que ce qui est de nature métaphysique. Pour bien évaluer ces différentes propositions, il suffit de voir laquelle est la plus abstraite, celle qui englobe les autres, ou encore celle qui peut prétendre avoir une valeur universelle. Celle que l'on supprime, au contraire, révèle qu'elle découle de l'idée universelle identifiée. Voilà donc à quoi peut ressembler l'annonce de la première partie du texte dans le plan établi en fin d'introduction. Descartes explique que tout ce qui est issu des perceptions sensibles n'est pas indubitable et que par conséquent ne peut être indubitable que quelque chose de métaphysique. Nous pouvons à présent passer à la seconde partie du texte qui suivra exactement la même progression que la première avec également les mêmes étapes. Étape 1. Identifier les notions et les repères. Il faut faire le point sur le vocabulaire du programme pour se laisser une chance de mobiliser les connaissances que l'on attend d'un élève de terminale. Je persiste à penser qu'opérer des regroupements est le meilleur moyen de prendre conscience de la valeur des concepts présents dans le texte. Les termes Dieu et puissance vont ainsi de pair. Nécessaire peut en revanche rester seul. Les mots esprit, pensée et esprit au pluriel évoquent la même idée. Les différentes formes de l'auxiliaire être vont ensemble également. Le mot capable peut rester tout seul. Le mot persuadé également. Les mots sens, corps, monde, ciel et terre peuvent également faire l'objet d'un rapprochement. Le vocabulaire qui se révèle ici est très proche de celui déjà identifié dans la première partie du texte. On retrouve ainsi la notion de raison et de physique, mais aussi les repères croire ou encore persuader. De toute évidence, ceux qui ont déjà été définis n'ont pas besoin de l'être à nouveau. Faisons maintenant le détour par les connecteurs logiques. Certains sont nouveaux, mais encore une fois, les identifier n'a pas d'autre objectif que celui de vous pousser à en prendre conscience pour mieux comprendre la logique de l'argumentation de l'auteur. Faisons donc le point. Nous avons de nouveau une hypothèse introduite par peut-être. En relisant le texte et en s'efforçant de tenir compte des notions identifiées précédemment dans la mesure du possible, il faut reformuler de la manière la plus pertinente. Cette nouvelle hypothèse est donc la suivante. Je suis à l'origine de mes propres pensées ne viennent pas de quelque chose qui m'est extérieur. Une nouvelle conséquence est introduite par le mot donc, ce qui implique de devoir identifier également la cause. Il y a 2 origines possibles à mes pensées, une puissance supérieure comme Dieu ou bien moi-même. Par conséquent, j'ai une forme d'existence quelle que soit l'origine de mes pensées.
L'utilisation de mais et de néanmoins indique cette fois un problème, autrement dit quelque chose qui pourrait nous empêcher de continuer le travail. On est confronté à un obstacle qui perturbe le cheminement logique. On doit donc opposer deux éléments qui se contredisent. D'un côté, j'ai nié l'existence de mon corps et de mes sens, mais en même temps, j'ai confirmé ma propre existence grâce à ma pensée. Le problème soulevé est finalement très vite écarté à cause d'une conséquence totalement insensée et qui prend finalement la valeur d'une justification. Assimiler l'existence au corps sensible m'oblige à conclure que je n'existe pas, mais l'idée que je puisse ne pas exister est un non-sens compte tenu de ce qui a été dit précédemment. Venons-en aux définitions de l'étape 2. Compte tenu des répétitions, seuls deux éléments méritent d'être définis. Le premier terme est nécessaire, à savoir ce qui ne peut pas ne pas être. Quant à l'existence humaine, elle se caractérise par la pensée réfléchie, aussi appelée la conscience, qui permet à l'homme non seulement d'exister comme n'importe quel autre être vivant en soi, mais également de savoir qu'il existe pour soi. Cela lui permet notamment de prendre de la distance par rapport à ses actes, tandis que les animaux ne vivent que dans l'immédiateté. Nous pouvons donc passer immédiatement à l'étape 3 pour reformuler les arguments sous forme de démonstration. J'ai opéré une nouvelle subdivision de cette partie du texte pour plus de clarté et de rigueur. La première sous-partie se caractérise là aussi par le questionnement de l'auteur. N'y a-t-il point quelque dieu ou quelque autre puissance qui me mette en l'esprit ces pensées? Cela n'est pas nécessaire, car peut-être que je suis capable de les produire moi-même. Moi donc, à tout le moins, ne suis-je point quelque chose? Je tiens compte du vocabulaire défini aussi bien dans l'étape précédente que dans la partie 1 du texte, et voilà comment on peut exprimer les idées présentes ici. Il y a deux origines possibles à l'émergence des pensées dans mon esprit, Dieu ou moi-même. Le fait que l'origine des pensées reste indéterminée ne modifie pas la certitude que j'ai de penser effectivement. Si je pense effectivement et si penser est une forme d'existence, alors il est certain que j'existe. Donc peu importe d'où viennent mes pensées, car si je pense, alors j'existe. La deuxième sous-partie est la suivante. Mais j'ai déjà nié que j'eusse aucun sens ni aucun corps. J'hésite néanmoins, car que s'ensuit-il de là? Suis-je tellement dépendant du corps et des sens que je ne puisse être sans eux? Mais je me suis persuadé qu'il n'y avait rien du tout dans le monde, qu'il n'y avait aucun ciel, aucune terre, aucun esprit, ni aucun corps. Ne me suis-je donc pas aussi persuadé que je n'étais point? Voilà comment on peut la résumer. Néanmoins, si je réduis la nature de toute forme d'existence à quelque chose de sensible, dans la mesure où tout ce qui est sensible est considéré comme faux, alors je devrais conclure que je n'existe pas. Continuons avec l'étape 4, dans l'annonce du plan. Je ne garderai du début de cette partie que l'idée selon laquelle l'origine de mes pensées est moins importante que le fait même de penser, car cela confirme mon existence. Tandis que de la suite de cette partie, je retiendrai que réduire l'existence à sa dimension sensible devrait me conduire à la certitude que je n'existe pas. On peut donc synthétiser de la manière suivante. Descartes s'interroge sur l'origine de la pensée sans remettre en question son existence, même en dépit du fait qu'on pourrait être tenté de la nier si l'on réduit l'existence à sa dimension sensible. Venons-en à la partie 3 de notre texte. Étape 1. Identifier les notions et les repères. J'ai également dans cette partie plusieurs emplois de l'auxiliaire être. J'ai l'adjectif vrai, mais aussi conclure, esprit et doute qui évoquent la même faculté, le mot nécessairement
et une fois de plus persuadé. Les notions et repères mobilisés ici sont donc les mêmes que précédemment. Ne reste que la conclusion à définir dans l'étape suivante. Là encore, nous retrouvons un vocabulaire identique aux parties précédentes, tant dans les notions que dans les repères. Comme ce texte est riche en connecteurs logiques, nous en avons encore un certain nombre qui nous aideront à percevoir la logique argumentative. D'abord, le mot certes indique que nous avons acquis une certitude. L'objectif consiste donc à prendre conscience de ce qui constitue une certitude selon Descartes. Or, je ne peux pas affirmer que l'existence se réduit au corps sensible. J'existe donc de façon certaine. Puis, de nouveau, un problème est soulevé. D'un côté, je sais que j'existe parce que je pense. De l'autre, je réalise que ce que je pense peut être faux et peut être issu d'une source extérieure. Mais finalement, c'est immédiatement considéré comme un faux problème puisque cela ne remet pas en question la certitude que nous avons acquise jusqu'à présent. Il y a enfin une dernière conséquence à tirer de ce raisonnement et qui aura la valeur d'une conclusion. Ce n'est pas le contenu de mes pensées qui détermine mon existence, mais ma faculté de penser. Ainsi, si je pense ou si je doute, alors j'existe. Passons aux définitions manquantes. Tous les autres termes ayant déjà été employés dans les autres parties du texte, il ne reste que la conclusion à définir. La conclusion est donc la partie finale d'un discours ou d'un raisonnement. Étape 3. La reformulation de l'argument. Relisons la première sous-partie. Non, certes, j'étais sans doute si je me suis persuadé ou seulement si j'ai pensé quelque chose. Mais il y a un je ne sais quel trompeur très puissant et très rusé qui emploie toute son industrie à me tromper toujours. Il n'y a donc point de doute que je suis, s'il me trompe, et qu'il me trompe tant qu'il voudra, il ne saurait jamais faire que je ne sois rien tant que je penserai être quelque chose. On reformule donc de la manière suivante, toujours en s'efforçant d'exploiter le vocabulaire identifié précédemment. Quel que soit l'objet de mes pensées, je ne peux douter du fait que je pense effectivement. Penser, c'est exister. Mes pensées ne me mettent pas à l'abri de faire des erreurs, d'autant que l'origine de mes pensées reste indéterminée. Même si mes pensées sont erronées, et quelle que soit leur origine, moi-même ou Dieu qu'il soit bon ou non, il faut penser pour se tromper. Relisons maintenant la deuxième sous-partie. De sorte qu'après y avoir bien pensé et avoir soigneusement examiné toute chose, enfin il faut conclure et tenir pour constant que cette proposition « je suis, j'existe » est nécessairement vraie toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. Et nous la reformulons de la manière suivante. Quel que soit ce que je pense, quel que soit le contenu de mes pensées, je ne peux nier que je pense. Et si je pense, alors j'existe en tant qu'être pensant. Maintenant, à quoi cela va-t-il ressembler dans l'annonce du plan? Étape 4. De ma première sous-partie, je ne garde que l'idée que la valeur de mes pensées n'a pas d'importance car c'est l'activité de la pensée qui importe. Tandis que de la deuxième sous-partie, je garderai l'idée que la pensée est une forme d'existence, d'où l'idée que si je pense, alors j'existe. Ainsi, Descartes distingue la faculté de penser du contenu de la pensée pour insister sur le fait que seule la faculté de penser permet d'affirmer de manière indubitable l'existence en tant qu'être pensant. À présent, je vous propose de faire un rapide récapitulatif. D'abord, Descartes explique que tout ce qui est issu des perceptions sensibles n'est pas indubitable et que par conséquent ne peut être indubitable que quelque chose de métaphysique. Ensuite, Descartes s'interroge sur l'origine de la pensée sans remettre en question son existence, même en dépit du fait qu'on pourrait être tenté de la nier si l'on réduit l'existence à sa dimension sensible.
Enfin, Descartes distingue la faculté de penser du contenu de la pensée pour insister sur le fait que seule la faculté de penser permet d'affirmer de manière indubitable l'existence en tant qu'être pensant. Telles sont les grandes idées de cet extrait des Méditations métaphysiques de René Descartes. Ces 3 phrases pourraient éventuellement constituer une fiche de révision qui résume le contenu du texte, ce qui signifie que pour n'importe quel texte, vous pouvez procéder selon la même méthode de lecture analytique et de reformulation des arguments pour vous entraîner à l'épreuve d'explication de texte, ou bien simplement pour réviser les références vues en cours en vue de les mobiliser pour rédiger une dissertation. J'en ai terminé avec l'extrait de René Descartes, mais je n'en ai pas encore tout à fait terminé avec la méthode. Je vous propose donc un rapide mémo méthodologique. Pour approfondir, vous pouvez déjà vous efforcer de problématiser, autrement dit, de mettre en valeur les problèmes implicites qui apparaissent à mesure que vous avancez dans votre argumentation. Encore une fois, vous pouvez vous contenter de poser des questions, au style direct ou indirect, peu importe. Ou bien vous pouvez introduire des distinctions ou des oppositions entre les concepts. Pourquoi pas énoncer des contre-exemples qui remettent en question les acquis de votre réflexion pour trouver une nouvelle dynamique. Les possibilités sont nombreuses. Cette problématisation est fondamentale et détermine toutes les autres manières d'approfondir. Si vous vous demandez ce que signifie tel ou tel concept, alors vous avez l'occasion de définir de nouveaux concepts. Par contre, à force d'approfondir, vous pouvez également perdre de vue votre objectif. C'est pourquoi il faut régulièrement refaire le lien avec la problématique, notamment en expliquant ce que votre réflexion a apporté comme élément de réponse à cette problématique. Vous pouvez également construire des liens avec d'autres concepts que vous introduisez, problématisez, définissez, etc. Évidemment, vous pouvez aussi introduire des exemples. Le problème et le piège des exemples est qu'ils sont parfois longs à exposer, donc vous avez tendance à croire qu'ils valent une démonstration. Sauf que ce n'est pas le cas. Soyez donc minimaliste et là encore, expliquez. Concrètement, à quoi ça ressemble quand on problématise? La manière la plus explicite de le faire est donc sous la forme de questions, mais ce n'est pas une obligation. C'est seulement plus facile à reconnaître et il faut admettre que ça présente une certaine efficacité. Prenons l'exemple du résumé de la première partie du texte de Descartes. Descartes explique que tout ce qui est issu des perceptions sensibles n'est pas indubitable et que par conséquent ne peut être indubitable que quelque chose de métaphysique. Voyons ensemble quelques exemples de questions qui vous permettront de valider les points de problématisation et qui vous serviront d'entraînement pour construire quelque chose de plus approfondi par la suite. Que désigne le mot tout? Que sont les perceptions sensibles? À quoi servent-elles? Que signifie indubitable? Pourquoi chercher quelque chose d'indubitable? En quoi les perceptions sensibles ne sont pas indubitables? Est-ce réellement un problème? Que nous apportera l'indubitable? Pourquoi faut-il que l'indubitable soit métaphysique? Quel problème pose le physique dans l'établissement de la vérité indubitable? Là encore, le but de cette manœuvre est de vous obliger à prendre conscience de la complexité de la situation. Habituellement, les questions n'ont pas le temps de prendre forme dans l'esprit que nous avons déjà une réponse toute faite à proposer ou une réaction automatique. La philosophie propose de sortir de l'engrenage rapidité-efficacité qui caractérise la vie quotidienne pour prendre le temps de réfléchir, de penser en profondeur et d'apprécier la complexité véritable des phénomènes que l'on se plaît à considérer comme simples. À bien y réfléchir, rien n'est simple dans la vie. Mais pour agir efficacement, nous devons faire comme si c'était le cas. En philosophie, cette exigence disparaît et plus on se pose de questions, mieux c'est. La manière la plus évidente de problématiser consiste donc bien à se poser des questions et à les écrire dans votre copie. Mais problématiser ne se fait pas uniquement de cette façon.
On peut aussi problématiser en posant des distinctions entre un terme utilisé dans le texte et un autre avec lequel on le confond souvent dans le langage courant par exemple. On peut aussi essayer de nuancer. On peut proposer des exemples de situations concrètes qui auraient tendance à nous faire remettre en question les définitions des concepts utilisés. On peut encore problématiser en se questionnant de manière plus ou moins directe, à la forme interrogative ou à la forme affirmative, sur la valeur d'une notion, sur son rôle dans un phénomène, sur l'implication de tels concepts ou pourquoi pas sur l'importance de la relation entre deux notions. Les possibilités sont nombreuses, il faut les exploiter. Pour faire le lien avec d'autres concepts, il suffit de rétablir les liens logiques entre les notions déjà présents dans le texte de manière plus ou moins explicite, mais il faut également créer ces liens avec de nouveaux concepts qu'il appartient donc à chacun d'introduire. Les repères se présentent alors comme une ressource incontournable. Voyez plutôt, la vérité absolue ou indubitable est nécessairement de nature métaphysique. Ici, on utilise le repère nécessaire pour caractériser la relation entre la vérité absolue et la métaphysique. Vient ensuite l'épreuve ô combien redoutée de la démonstration. Comme je l'ai expliqué auparavant, les démonstrations rétablissent la logique des concepts. Le modèle du syllogisme tel qu'il est expliqué dans la philosophie d'Aristote est pour cela très utile, bien que pas toujours synonyme de qualité de rédaction. Pour autant, ce ne sont pas vos qualités littéraires qui sont évaluées, mais bien vos qualités argumentatives. Vous pouvez donc vous permettre quelques maladresses rhétoriques sans risquer de perdre des points, à la condition bien entendu que cela ne remette pas en question le sens de vos propos. Le syllogisme implique beaucoup de répétitions, mais il vaut mieux se répéter et argumenter correctement que faire de la rhétorique sans contenu philosophique. L'éloquence ne vaut pas de bons arguments fondés sur des concepts, et les exemples et autres descriptions de situations empiriques, ou si vous préférez qui sont tirées de l'expérience, tout cela ne se substitue pas à une véritable démonstration. Voyez plutôt. Les perceptions sensibles nous permettent de nous faire une représentation du réel. Cette représentation du réel prend une valeur de vérité. Si c'est vrai, nous pouvons en tenir compte pour interagir avec le réel. Or, cette interaction est généralement efficace. Cette efficacité nous pousse à confirmer que tout ce qui vient des perceptions sensibles est vrai. Pourtant, les perceptions sensibles sont parfois des illusions. Les illusions sont des représentations qui ne correspondent pas au réel. Si elles ne correspondent pas au réel, alors elles sont fausses. La vérité issue des perceptions sensibles ne peut donc pas être considérée comme absolue. Si elle n'est pas absolue, alors on peut douter de ce que l'on perçoit. Finalement, les perceptions sensibles ne sont pas indubitables. Un autre bon réflexe peut vous rapporter des points le jour J et consiste à faire le lien entre les éléments de votre sujet et l'un des axes de réflexion du programme. Ils sont au nombre de 3, ils sont identiques pour les séries générales et technologiques et sont plutôt simples à exploiter. Cette manière de relier le sujet que vous traitez avec un domaine plus large est néanmoins quelque chose de très personnel et qui est par conséquent laissé à votre libre interprétation. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre comment aborder un texte de philosophie et comment mobiliser vos connaissances et vos compétences pour réussir au mieux l'épreuve de fin d'année.